Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite. Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. L'addition. Et pour cette édition, nous retrouvons donc déjà une bonne partie de l'équipe, Richard Dessès pour commencer, qui va mener d'ailleurs cette édition, et notre invitée du jour, Evelyne Josselin. Bonjour et merci d'être avec nous, grand merci. Evelyne Josselin, vous êtes patron d'émission sur Radio Courtoisie, vous dirigez le Libre Journal du Nouveau Monde, et donc vous êtes vraiment passionné de culture anglo-saxonne, et vous avez assisté en 2005, si je ne m'abuse, à l'investiture du président Bush. Oui. Voilà. Et là, vous n'avez pas pu aller aux États-Unis, mais depuis 3 jours, vous regardez tout ce qui se passe autour de cette cérémonie, de cet ensemble de cérémonies pour l'investiture de Donald Trump. Racontez-nous un petit peu voilà, ce cérémonial qui, en fait, ça dure 3 jours. Il y a 3 jours de festivités. C'est un triomphe à la romaine. Enfin, voilà, ce n'est pas juste 1h30 au Capitole, c'est beaucoup plus complexe. C'est un bon rapprochement, une bonne comparaison. Effectivement, les festivités s'étalent sur 3 jours. Ça commence par des feux d'artifice. Il y a un défilé d'avions aussi. Il y a beaucoup de services religieux ici et là qui ponctuent les événements. Des dîners, bien entendu, des rencontres. C'est très intéressant d'y aller, même si on ne voit pas le président, parce qu'on rencontre beaucoup de monde. Moi, j'étais invitée par la Fondation Héritage, mais je ne pouvais pas y aller cette année. J'ai donc donné mon invitation à mon fils. Mais donc, j'étais tenue, je savais ce qui se passait dans l'heure sur place. Et c'est très intéressant parce que, bon, même si le président Soleil, on ne peut le voir que de loin, bien entendu. On rencontre beaucoup de gens, c'est très intéressant. Les gens qui font du réseau, ça rapporte beaucoup pour eux. Et puis même pour le moral, c'est très agréable à suivre. Il y a une ambiance qui est à nul autre pareil. Et donc, le 1er janvier, ça avait commencé déjà très très bien. Le temps était beau en plus. Le froid était annoncé déjà, donc on entendait déjà des annonces comme quoi les événements pourraient peut-être être perturbés dans leur déroulement. Le dimanche 19 janvier, il y avait donc, là c'était sans les dames, ça a commencé par des cérémonies évidemment au cimetière militaire d'Arlington, qui est très beau, et ce sont des moments très solennels, alors évidemment avec toute la pompe dont sont capables les Américains dans ces grandes occasions. Et puis, il était prévu, et ça, nous avons pu le suivre, nous, en Europe, même sur les chaînes débiles, qu'elles soient anglaises ou françaises, nous avons pu le suivre, ils ne pouvaient pas échapper quand même à l'événement, mais malheureusement avec des commentaires biaisés que vous imaginez, mais néanmoins les images, elles ne pouvaient pas y toucher. Donc, on a pu suivre le discours qui était en fait le dernier rallye, comme un rallye de campagne de Trump, à ce qui s'appelle la Capitol. Pas comme le Capitole, Capitol comme la capitale de Washington, Capitol One Arena, c'est-à-dire celle qui est réservée véritablement à ou des grands événements sportifs ou alors des événements de ce genre, et qui peut contenir 200 000 personnes. C'est-à-dire ça, c'est réservé donc pour les supporters, comme on dit en mauvais français, de Trump, qui, comme vous le savez, font la queue pendant des heures pour chacun de ces rallyes. Et s'ils le font, c'est parce que véritablement, ils y trouvent quelque chose, il faut croire. Et ils y trouvent quelque chose, pourquoi ? Parce que Trump, que ce soit dans ses rallyes ou même dans le superbe discours qu'il a fait hier, après son investiture, après son serment, se débrouille toujours pour mettre en valeur tout le monde. Il associe véritablement le peuple américain à ses propres victoires. Il dit « nous avons gagné ». Ce qu'ils nous ont fait subir pendant des années, ce harcèlement juridique que j'ai subi, c'est le vôtre également. Il associe tout le monde et il met en valeur, il cite nommément chaque personne qui a eu une incidence dans sa victoire. Et ça fait beaucoup de monde à citer, mais il prend le temps de le faire. Et bien entendu, la foule apprécie beaucoup. Et je ne fais pas cela par démagogie, il aime véritablement les gens. Vous voyez, hier par exemple, là c'était l'investiture, eh bien, il y avait
le discours d'investiture prévu, superbe, très sobre, un petit peu plus long que celui de 2017, un petit peu plus long puisque ça avait été le discours d'investiture le plus court de l'histoire, dans lequel il avait parlé des guerres sans fin qui avaient été commencées par les administrations précédentes. Là, j'ai adoré. Il y avait, ça se passait dans l'enceinte du Capitole, dans la rotonde du Capitole, qui, elle, peut contenir 600 personnes et quelques, plus les poulaillers en haut, et donc c'était plein à craquer. Et là, c'était pour les notables. Et il a fait la même chose qu'en 2017. Il a dit, voilà, je vous propose, je traduis, mais en langage relâché, ce qui était en langage soutenu, je propose une révolution de bon sens. Il n'y aura plus désormais que 2 sexes et non pas une multitude. Les opérations transgenres sur les mineurs seront interdites, etc., etc., etc. Et il disait tout ce que l'administration Biden, depuis 4 ans, faisait d'absolument absurde. Et il démontrait qu'on allait revenir au bon sens. Et les autres, les gens se levaient pour applaudir, la plupart d'entre eux. Tous les démocrates qui ne sont pas des démocrates, il faut bien comprendre, les vrais démocrates, ils n'existent plus dans ce parti. Les vrais démocrates, ils sont partis, ou alors ils se taisent. Mais les démocrates, l'extrême gauche américaine, qui a été au pouvoir, en fait, pratiquement depuis Obama, c'est l'ère Obama qui se terminait hier, eh bien, cet esprit fou, hystérique, d'aller toujours plus en avant dans leur progrès à eux, qui n'est pas un progrès du tout, en fait, eh bien, ça, c'est terminé, a dit Trump, c'est révolu, il l'a dit très bien, sans regarder ses notes, son discours était parfait. Alors, ce qu'il y avait de remarquable dans la manière dont Trump a mené cette investiture, c'est qu'effectivement, avant de prêter serment la veille, il y a eu ce discours où il récapitulait tout ce qu'il allait faire, et le lendemain, il prête serment, il explique à nouveau tout ce qu'il va faire, mais cette fois-ci, c'est POTUS, le président des États-Unis, qui parle. Là, il a éliminé les éléments personnels, et les amis, la famille, là, il a parlé que... Bon. Effectivement. Et il s'est mis immédiatement à signer à tour de bras tous les décrets. Pas tout de suite. Après le discours et la cérémonie donc d'investiture, solennelle et très belle, eh bien là, c'est là où il a pris 1h30 de retard. Parce qu'il ne peut pas s'empêcher justement de répondre aux gens. Contrairement à Biden qui est parti comme un malfaiteur, sans rien dire, et après avoir signé les dernières grâces présidentielles, dont peut-être j'aurai un mot à vous dire tout à l'heure, eh bien, contrairement à ces gens-là, lui ne méprise pas le peuple, et au contraire, il recherche le contact. Et bien entendu, il a été appréhendé par quelques personnes qui se trouvaient là, enfin, parmi les dignitaires, toujours, mais néanmoins. Eh bien, il s'est attardé, ça, c'était pas prévu dans le programme. Il a quand même tenu un autre discours pendant 3/4 d'heure environ, répondant à des questions, explicitant ce qu'il avait dit, ce que venait de dire dans son discours officiel. Et c'était formidable. Et ça, c'était complètement impromptu. Ça, c'était pas préparé, vous voyez. Il y a ce côté véritablement démocrate qu'on ne connaît plus en France, où la République est un peu corsetée. Voilà. Macron fait le comique au Louvre. Au contraire, le peuple avait accès. À propos de comique, j'ai entendu, puisque je zappais sur plusieurs chaînes, et je ne savais pas laquelle était la plus désolante. Sur une de nos chaînes à nous, il y a un huluberlu qui a dit, voyez, c'est le cirque avec Trump. Hein. Il fait ça à l'intérieur au lieu de faire dehors. Sans dire que c'était quand même les services de météo et de sécurité qui avaient conseillé vivement de faire l'événement à l'intérieur. Eh bien, vous voyez, c'est le cirque. Hein, vous vous rendez compte ? Alors que c'est normal. Il devait y avoir une parade sur Pennsylvania Avenue, qui est très longue, et j'avais pu la voir à des bonnes places il y a 20 ans déjà. Eh bien, c'est quelque chose d'historique. Les enfants ne vont pas à l'école. On les amène pour voir cela. Et donc, il a tenu l'événement à l'intérieur. Et je ne sais plus quelle était votre question. Ma question, c'était le moment où il s'est mis à signer à tour de bras des décrets. Alors ça, vision stupéfiante, un président soir, qui tient parole. Dans la nuit pour nous, en fait, voilà, c'était en fin d'après-midi. Je vous dis, il y avait 1h30 de retard sur le programme déjà. Ils se sont mis à table à 2h30. Hein. Donc, le déjeuner, je veux dire. Donc après, dans l'après-midi, au lieu de faire la parade. Et là, Trump a décidé... Vous voyez, et ça, je pense que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire auparavant. Il a décidé d'emporter les dossiers qui étaient prêts à signer. Vous savez, les fameuses, un minimum de 100 promesses électorales tenues. Et je crois que c'était entre 100 et 200. Je ne sais pas quel est le nombre. Je le saurai exactement tout à l'heure. En regardant, j'ai dû interrompre. Eh bien, il a signé
devant les 20 000 personnes qui avaient pu entrer dans l'arena, il a signé les premiers décrets présidentiels qu'il avait annoncés depuis longtemps. Mais il l'a fait devant le peuple, ce qui d'habitude se fait, là encore, ou à la Maison-Blanche ou au Capitole, mais pas devant le peuple américain. Là, il le fait devant le peuple américain. Toujours en disant, voyez, nous faisons ceci, ça, associant tout le temps le peuple avec ce qu'il fait. Et c'est quelque chose qui est absolument fascinant. Il a ce côté extrêmement démocratique d'expliquer qu'il est le président du peuple, qu'il est le président contre l'establishment, qui ne fait pas partie de la caste washingtonienne. Et les commentateurs persiste depuis 8 ans à expliquer à quel point Trump est déconnecté, à quel point Trump est ailleurs, ce sont eux qui sont déconnectés. À quel point il n'a pas la faveur populaire. Et évidemment, c'est la deuxième fois qu'ils se prennent un gada monumental, mais ils n'ont pas changé de ton. Non, absolument pas. Et puis je pense qu'ils comprendront jamais. Et j'ai entendu des choses aberrantes. Et c'est une honte que je ne sais pas pour quelle raison Orange a arrêté son partenariat avec Fox News, mais véritablement, il n'y a plus une chaîne neutre, parce que Fox News n'est pas du tout une chaîne d'extrême droite, comme les gens disent ici, parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. C'est une chaîne qui invite autant des gens de gauche que de droite. Mais au moins, vous avez quand même pas des commentaires absurdes et non informés, comme ce que l'on entend sur les télévisions anglaises ou françaises. Voilà, je n'ai pas accès aux autres, je ne sais pas si en Europe il y a d'autres chaînes, mais je suis bodor que ça doit être la même chose. Oui, semblerait que les médias sont assez homogènes. Voilà, exactement. Donc ces gens-là, ils sont dans une telle bulle qu'ils ne comprendront jamais. Et les soi-disant experts sur les États-Unis que vous voyez à la télévision, sont vraiment, alors comme aurait dit Hillary Clinton, ce sont des déplorables parce qu'ils ne connaissent pas le b.a.-ba. J'ai entendu un commentateur dire « Ah bah voilà, c'est l'armée américaine maintenant qui défile avec son orchestre ». Ce n'était pas l'armée américaine, c'était l'Académie militaire de New York, entre autres, avec les orchestres d'autres universités qui avaient été envoyés des 4 coins du pays, qui défilaient dans cette parade. Voilà. Et donc ça, c'est l'école de Trump. On sait que Trump a fait ses études secondaires et qu'elle a terminé à l'âge de 18 ans, cadette, à l'Académie militaire. Donc ça lui faisait particulièrement plaisir, évidemment, de voir son ancienne alma mater défiler devant lui. Et moi, ce que j'ai remarqué de plus perfide et j'ai pas entendu les gens dire que c'est moi qui l'ai remarqué ça. Autant pendant les auditions sénatoriales des jours passés, vous savez, où on a vu Pam Bondi, par exemple, qui va être le ministre de la Justice. Elle a tenu bon, mais on lui a posé plusieurs fois de manière détournée. Alors, on l'a posé, c'est-à-dire le Sénat américain audite tous les ministres pressentis et donc ils passent à une espèce de grand oral et les sénateurs peuvent refuser que la personne devienne ministre. Il y a une question qui revenait tout le temps, que ce soit Hexas, pressenti pour la défense, que ce soit Madame Bondi pour la justice et les autres, il y a une question qui revenait tout le temps. Est-ce que vous reconnaissez que Biden a bien été élu en 2020? Est-ce que vous reconnaissez que le 6 janvier 2021, il y a eu une insurrection violente? Ça les obsède. Et Biden, le dernier acte présidentiel de ce président de nom qui est Biden, son dernier acte a été sournoisement de signer 1 heure, même pas avant l'investiture de Trump, de signer les dernières grâces présidentielles préventives au comité du 6 janvier 2020, le comité qui a été 2021, le comité qui a été créé ad hoc contre Trump et contre les gens qui en fait étaient des chahuteurs. J'ai vu les premières vidéos en direct, je le sais. J'ai vu Ashley Babbitt tuée par le policier Michael Byrd. Cette vidéo a disparu. Biden, il faut juste que Ashley Babbitt est donc l'une des personnes qui avait envahi le Capitole. Tuée à bout portant, sans qu'elle elle était agitée, elle était contente, elle était dans le Capitole, elle était comme tous les Américains qui avaient pu entrer parce que des agents déguisés en MAGA supporters ou bien en habits civils étaient là et les invitaient à entrer. On sait depuis tout ça, tout le dossier du 6 janvier 2021 est prêt, on le sait. Et la commission créée pour
destituer Trump, vous savez, puisqu'il y a eu deux quand même procédures de destitution de Trump. Celle qui a été créée après le 6 janvier 2021, a effacé tous les documents. Et ça les obsède maintenant. Et c'est pour ça que Biden, préventivement, a gracié, en plus de toutes les grâces présidentielle qu'il n'aurait pas dû faire. Il a gracié préemptivement et sa famille, tous les membres de sa famille, et lui-même, et le comité du 6 janvier. Parce qu'il sait, c'est la preuve, si les gens n'ont pas encore compris, c'est la preuve, par A plus B, que ces gens-là ont véritablement quelque chose à se reprocher. Alors, cette grâce préventive, c'est quelque chose d'absolument fascinant. Sous prétexte que des procédures légales pourraient être lancées à l'encontre de tel ou tel, le président des États-Unis gracie ces personnes de toute poursuite possible. Mais ça, c'est sans précédent. Commise. Voilà. De toute poursuite possible par rapport à des actes qu'ils auraient commis et qui pourraient par la suite être réputés avoir été illégaux. Comment la gauche présente ça? La gauche dit ah oui, mais vous comprenez, c'est bien normal parce que étant donné le personnage sulfureux, en parlant de Trump, on peut tout craindre et bien entendu, il voudra se venger. Trump a dit alors, je ne veux pas me venger. Il dit mon triomphe, ça sera d'être réélu et d'être avec vous et de vous reconduire vers une Amérique digne de ce nom. Il ne veut pas se venger. En revanche, il n'a jamais dit qu'il ne voulait pas que la vérité soit faite. Ils ont peur même de ça. Il ne va pas envoyer ces tortionnaires en prison, mais il voudrait, et puis moi j'avoue, comme tous ses supporters, je voudrais que la vérité soit faite. Sur le vol de l'élection de 2020 et après le dernier chapitre qui est l'insurrection, comme ils l'ont appelé, qui n'est pas une insurrection, aucun n'était armé, c'est pas une insurrection, aucun n'était armé, et donc la pseudo-insurrection du 6 janvier 2021, ça fait un bloc. Donc ça les obsède. Ça les obsède. Liselotte, je crois que vous aviez une question. Donald Trump, on en a rapidement parlé, dès son investiture, a choisi de signer un certain nombre de décrets. Alors derrière le retour de la politique du bon sens, vous l'avez dit, qui va à l'encontre d'ailleurs du pseudo-progressisme, du progrès, comme on l'appelle, il y a aussi la volonté de proposer une politique qui soit simple, qui soit directe, et ça c'est quelque chose de nouveau aussi dans une administration qui est extrêmement lourde. Trump, c'est aussi cette volonté de tout simplifier, y compris probablement pour permettre aux citoyens américains de mieux comprendre la politique. Il veut que les choses les plus compliquées soient présentées de façon abordable pour que les citoyens puissent avoir un avis éclairé. Et il a signé, alors il aurait dû avoir une parade, comme vous le savez, une parade avec toutes sortes. Il devait même y avoir le camion poubelle, vous savez, avec lequel il avait fait une sorte de petite performance préélectorale qui était vraiment amusante. Bon, tout ça n'a pas pu avoir lieu à cause des intempéries, donc il a compensé, et ça c'est une idée à lui, c'est personne qui lui a soufflé, il a compensé en disant bon, mais des milliers de personnes sont venues des quatre coins du pays pour voir la parade, ils en sont privés, eh bien je vais compenser, je vais faire quelque chose, et il a commencé à signer les premiers ordres présidentiels devant la foule, donc, de ces admirateurs assemblés qui avaient, je le répète, fait la queue quand même pendant des heures dans le froid pour pouvoir entrer. Voilà, donc il a signé les premiers décrets présidentiels en public, voilà, en montrant bien. Avec un rapporteur qui expliquait quel était le sujet très simplement. Tout était prêt de depuis longtemps. Tout était très simple. C'est pas comme Biden qui signait sans savoir ce qu'il signait. C'est tous les dossiers qu'il a signés ont été étudiés depuis des mois, peaufinés ces dernières semaines, et il savait exactement ce qu'il signait. Il faut bien quand même faire la différence. Alors, vous aviez dit tout à l'heure que Donald Trump n'entendait pas se venger de ceux qui... Il l'a répété plusieurs fois. Voilà. Et en même temps, il a toujours dit qu'il allait évidemment faire en sorte que ceux qui avaient, selon lui, abîmé les États-Unis, ne restent pas en place. Il a déjà limogé 4 grands responsables. Il a expliqué que beaucoup d'autres étaient sur la sellette. Et comment est-ce qu'on peut articuler cette volonté de ne pas se venger nommément contre tel ou tel C'est pas antinomique. Se venger, ça serait vouloir les mettre en prison. Vous savez qu'il avait dit dans la première campagne à Hillary Clinton, vous devriez être en prison. Mais c'est pas parce que vous devriez être en prison que je vais vous mettre en prison. Vous voyez la différence? Il veut faire comprendre ce qui s'est passé. Il veut que ce que l'État profond s'est permis depuis avant Obama, depuis Clinton, on peut dire, mais ce qu'on appelle lawlessness,
c'est-à-dire se moquer de l'état de droit, agir complètement à contre-courant de la Constitution ou de l'état de droit, tous ces gens qui précieusement disaient « Oh, il faut sauver notre démocratie ». Leur démocratie, c'est leur tyrannie, en vérité. Eh bien, il veut que cela cesse. Et donc, il y a quand même des hauts fonctionnaires qui se sont permis, alors qu'ils ne sont pas payés pour ça, et qui ont prêté serment pour servir le peuple américain et la Constitution. Il y a quand même des hauts fonctionnaires qui se sont permis de prendre des décisions et de ne pas exécuter les ordres du président. C'est extrêmement grave. Si on veut que les choses reviennent à la normale, il faut commencer par dénoncer cela. Même si on ne les punit pas, il faut au moins dénoncer leurs actes. Vous voyez la différence ? Donc, il n'y a pas antinomie. Se venger, ça serait de vouloir jusqu'au bout les faire payer. On se contentera de les dénoncer et de montrer au monde entier les actions ignobles qu'ils ont commises. Un des graciers, pour terminer, c'est quand même pas rien, le général Milley. Il a l'air d'un bon gros comme ça. Le général Milley a quand même dit aux Chinois, rassurez-vous, si Trump décidait de faire quoi que ce soit, je vous préviendrai. Vous imaginez quand même un ministre, mais c'est de la haute trahison. C'est grave quand même, vous vous rendez compte? Le général Kelly, qui n'était pas dans la liste des graciés, a quand même dit, lui à un journaliste, c'est moins grave parce que c'était son opinion, mais quand même, il a quand même dit, oui, moi je voyais quand Trump parlait en réunion comme ça, quand nous étions ensemble, je voyais qu'il raisonnait comme Hitler. Il n'y a rien du tout. C'est son avis à lui, c'est ce que lui raconte après à la presse pour se rendre intéressant. Ben là, il ne fait pas partie des... Bon, ça, c'est pas aussi condamnable que ce qu'a fait Milley, mais enfin, tout est à l'avenant. Trump a également dit, et nous allons essayer, on donne maintenant, on est tellement tombé sur la tête, le gouvernement Biden donne de l'argent aux talibans qui sont venus en Afghanistan. Ça va cesser tout de suite. Je vais leur dire, renvoyez-nous tout le matériel militaire que Biden vous a stupidement laissé en 2021. C'était la liste de tout ce qu'il va faire pour renverser les actions ignobles de l'administration Biden. C'est vraiment un régal. Rien que de les lire. Il y a, rien que de lire, vous avez raison, il y a dans ce nouveau Trump, et tous les commentateurs le disent, un nouvel homme au sens où, quand il a été élu en 2016 et qu'il a pris ses fonctions en 2017, c'était évidemment une surprise pour tout le monde et presque pour lui. Là, il arrive avec 8 ans où il a pu méditer l'exercice du pouvoir, vérifier quelles étaient les résistances. Il arrive avec une équipe beaucoup plus aguerrie, avec une feuille de route très claire, avec une administration qui, aux États-Unis, peut être plus facilement malléable qu'en France, par exemple, puisque voilà, on peut se permettre de renvoyer tel ou tel fonctionnaire, puisque certains des fonctionnaires sont nommés, si je ne m'abuse. Très important ce que vous dites là, parce que c'est pas exact. C'est pas exact. Le système des dépouilles est mort depuis depuis plus de 100 ans, 150 ans à vrai dire. Le système des dépouilles est mort en 1883 avec la loi Pendleton, qui justement voulait protéger les hauts fonctionnaires. Et on n'est jamais revenu au système des dépouilles. Et c'est pas vrai qu'on peut renvoyer tout. Il y en a qu'on peut renvoyer, mais d'autres sont là nommés à vie. Oui, et justement, oui, voilà. parmi les mesures préparées par la nouvelle administration, il y a ce que l'on appelle Schedule F, qui n'est pas là un emploi du temps, mais qui pourrait se traduire plutôt par protocole ou marche à suivre. Et donc, Schedule F va permettre, et c'est quelque chose que la première administration Trump avait fait voter, enfin en tout cas décidé, je ne sais plus si ça avait été voté au Sénat, peut-être pas, enfin bon, ça avait dû être voté, mais ça n'avait pas été appliqué par Biden, bien entendu. Il veut revenir à cela, qui permettrait justement de changer ce statut et de renvoyer les fonctionnaires inamovibles qui ont commis le genre de forfaiture dont nous parlions, voilà, qui ont trahi ou qui ont fait des fuites volontaires dommageables. Bon, ces gens-là doivent être punis. Alors punis, comment? Pas en les mettant en prison, je le répète, mais en tout cas en les chassant du gouvernement. En les ôtant des allées du pouvoir. Et est-ce que Donald Trump a 4 ans pour réussir cette espèce de révolution copernicienne? Il a 2 ans pour jusqu'aux prochaines élections. Il faut garder la Chambre. La Chambre ne tient déjà que par une voix ou 2. Il faut garder la Chambre. Donc il a 2 ans pour faire un maximum. Et s'il réussit, eh ben, ça sera magnifique parce qu'il fêtera les 250 ans de l'Amérique au Mont Rushmore, là où il y a les autres présidents, vous savez, dans le rock. Et ça sera splendide.
S'il échoue, par contre, alors là, ça sera très, très dommage. Et tout va être fait pour le faire échouer. Bien entendu, il ne faut pas croire que la gauche va se laisser faire comme ça. Pour l'instant, ils se contentent de persifler, d'avoir des commentaires malfaisants, mais ils n'ont pas encore agi. Mais je suis persuadée, les connaissant pour ceux qu'ils sont, ils sont quand même très très puissants. Il y a toute l'Union européenne, il y a toutes les organisations internationales. Tous ces gens-là sont en train de se regrouper et vont certainement mijoter quelque chose pour faire échouer Trump. Donc ça va être passionnant à surveiller en tout cas. Et donc Trump, il faut qu'il réussisse en moins de 4 ans. Il faut qu'il réussisse déjà en moins de 2 ans. Voilà. Oui. Il faut qu'il ait réussi au 250e anniversaire, c'est-à-dire au 4 juillet 2026. Il faut que là, il ait un bilan magnifique. Et il commence par s'entourer justement de personnes qui ont en tout cas la volonté d'aller dans cette direction. Il a dit qu'il était prêt à identifier et à révoquer plus d'1 millier de personnes nommées par l'administration précédente. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces quelques figures dont il a choisi de s'entourer? On connaît bien sûr Elon Musk qui s'affiche dans la presse très régulièrement, mais donc au-delà de cette figure d'Elon Musk, est-ce que vous auriez quelques gros noms donc à nous partager? Moi, je crois que le public les connaît bien. Alors donc Madame Pam Bondi, qui avait déjà été, il y a 20 ans, il y a 25 ans cette année, avait déjà fait peser le droit quand même dans l'élection de W en 2000. Rappelez-vous, en Floride. C'était en Floride que ça coinçait l'élection. Or, en fait, Bush avait bel et bien gagné l'élection. Donc, Madame Bondi, déjà, s'était affirmée comme quelqu'un d'efficace et qui fait valoir le droit. Donc, elle, je ne sais pas si les gens la connaissent en France, mais elle est bien connue des Américains depuis longtemps. Hexes, moi, je l'ai vue donc aux 50 ans d'héritage, il y a 1 an et demi, il y aura 2 ans au mois d'avril. Je n'aurais pas pensé à lui, mais bon, au début, j'ai été interloquée, et puis en se penchant sur son dossier, finalement... oui, pourquoi pas. Il va devenir ministre pour le Pentagone, de la Défense. Hein, non. Alors, est-ce qu'il a l'expérience pour superviser des grosses organisations de plus de 100 personnes? C'est une question qui a été posée par le général Jack Keane. Je me la pose aussi, on verra bien. En tout cas, Trump n'est marié avec aucun d'eux. Si ça ne va pas, il les changera. Mais ce qu'il veut, c'est montrer qu'il a pris dans son équipe des gens qui sont absolument décidés à faire ce que le peuple américain les a élus pour faire. Ça c'est primordial. Il y a quelque chose qui est étonnant dans les personnes qui entourent Trump, c'est le fait que Elon Musk, par exemple, soit une espèce de techno-solutionniste, transhumaniste, rêvant que l'humanité aille sur Mars et en expliquant, j'entends bien que c'est une boutade, mais malgré tout, elle est révélatrice on a besoin d'une planète B, voilà, en plus de la planète A qui est la Terre. Et à côté, il y a Vance, catholique, pas du tout techno-solutionniste, vraisemblablement pas du tout transhumaniste. Plus classique. Comment est-ce qu'on Trump fait pour être certain que son vice-président et cette espèce de président bis absolument exubérant qu'est Musk vont réussir à s'entendre au moins jusqu'au 4 juillet 2026? Je ne sais pas plus que vous, je m'interroge aussi. On va voir jusqu'à quand l'entente cordiale va durer. Il n'y a pas d'animosité entre Vance et Musk de toute façon. Il y a une animosité venant de la part de Bannon. Et J.D. Vance comme Bannon représente... Enfin, Bannon aussi sont tous les deux des intellectuels populistes. Et c'est pas un oxymore, ça peut aller ensemble. Eh bien, il était normal que Trump, pour rassurer l'électorat délaissé et méprisé, il faut bien le dire, par les élites progressistes, qui en fait sont régressistes, eh bien, il fallait quelqu'un pour les rassurer. Et quelqu'un de jeune aussi, pour le cas où il lui arrivait un ennui santé. Bon, quelqu'un qui puisse prendre la suite. Donc, il a bien fait parce que ça a eu l'air de plaire à l'électorat. Et puis, Musk est arrivé, rappelez-vous, Musk ne s'est rallié que le 13 juillet avec l'attentat. Musk avait commencé 3 ans avant, quand Trump, en 2020, a été, rappelez-vous, les banques le laissaient tomber, tout le monde le laissait tomber, le monde entier le laissait tomber et le disait fini. Et Musk avait fait quand même une chose bien à l'époque, il avait dit, eh bien moi je trouve que le fait que tous les réseaux sociaux soient à gauche et soient muselés par... le Parti démocrate, ça ne me plaît pas. Et donc, il avait racheté Twitter, qui avait mis Trump à la porte.
faut le faire quand même. Trump élu grâce à Twitter et faisant exploser les comptes de Twitter. Eh bien, Trump radié de Twitter sur l'ordre d'ailleurs de Michelle Obama, qui avait téléphoné à... Je ne me rappelle plus quel est le type qui a démissionné, qui dirigeait Twitter à l'époque. Que son nom soit oublié. Mais en tout cas, moi, j'en parle dans mon livre. Et donc, tout cela, c'est assez noir, n'est-ce pas? Eh bien, c'est derrière nous. Alors, est-ce que ces gens très, très différents que Trump a rassemblés, est-ce que ça va bien marcher? On n'en sait rien, on va bien voir. Je crois qu'il est capable quand même de mettre le holà. Par exemple, Musk ne voulait pas de Scott Bessent comme ministre du Trésor. Il voulait quelqu'un d'autre que Trump a mis par contre aux relations commerciales internationales. À la place de Lighthizer, alors Lighthizer et Pompeo, moi je les aimais beaucoup tous les deux, malheureusement il les a pas pris, et bon, mais il a ses raisons, ou peut-être qu'il les garde en réserve. Et donc Musk, il est complètement différent. Et il s'est rallié sur le tard. Et là, il n'a pas prévalu quand il a dit non, Bessent ne serait pas bien. Trump ne l'a pas écouté. Vous voyez ? Donc voilà, il y a un espoir. Le patron, c'est Trump, il ne faut pas l'oublier. Le boss, c'est Trump. Et vous avez écrit un livre, et ce sera ma dernière question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le titre de votre livre ? Ça s'appelle La guerre culturelle, aux éditions de La Délivrance. Et je suis ravie de tout ce qui se passe, parce que Trump est peut-être en train d'écrire le chapitre final de mon livre. Moi, j'ai été obligée de rester sur une interrogation. On va bien voir, on a 2 ans pour voir si Trump écrit le chapitre final de mon livre. On va suivre tout cela, Evelyne Josselin, et merci Richard de Sèze d'avoir mené cet entretien donc avec l'un des patrons d'émissions de Radio Courtoisie. Donc, chers auditeurs, si cet entretien vous a plu, on vous invite vivement à retrouver donc les émissions d'Evelyne Josselin. Ma prochaine émission sera le 5 février. C'est une émission champagne à l'eau, et donc nous parlerons des 2 premières semaines de Trump au pouvoir. Rendez-vous donc Merci le 5 beaucoup. février, chers auditeurs. Merci à vous, Richard de Sèze.